Bonjour, bienvenue à cet atelier sur résister à l'homophobie et la transphobie à l'école, le rôle de l'administration. Mon nom est Pascal Joël et je suis une personne consultante pour le Youth Project aux côtés des écoles francophones de la Nouvelle-Écosse. Donc, tout ce qui tombe sous le conseil scolaire acadien provincial, c'est moi qui est responsable de vous appuyer. Et l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de discuter des stratégies pour créer des espaces plus sûrs et inclusifs pour les élèves, mais aussi le personnel de LGBTQIA+, dans les écoles de la Nouvelle-Écosse. Vraiment, on axe ça sur la prévention et la réaction. Dans le contexte actuel, il faut comprendre qu'une grande partie de notre énergie est mise à répondre aux incidences de transphobie, d'homophobie, la résistance des parents, la résistance de la communauté. Donc, la présentation aujourd'hui, ça va porter principalement sur des stratégies pour viser à faire évoluer la culture de nos communautés scolaires, pour les rendre plus sûres, plus tolérantes pour les élèves et le personnel qui font partie de la communauté de LGBTQIA+. C'est des stratégies à long terme. Ça ne va pas répondre nécessairement aux besoins immédiats dans les situations auxquelles on est confronté, mais on va quand même vous donner des outils. On va aborder la réponse à la colère de la communauté, hein, comment on fait pour bien répondre sans faire d'erreur. Ce ne sera pas le thème principal. Comme j'ai dit, on va quand même vous donner des outils. On tient aussi à vous remercier d'être présent à cet atelier ici. Hein, on reconnaît qu'il y a des contraintes qui sont liées à la mise en œuvre de stratégies qui visent à créer des espaces sûrs en répondant à la colère qui est présente et réelle contre vous, les administrateurs, les administratrices, le personnel scolaire. C'est beaucoup de changements. On tente d'apporter. C'est pas toujours évident. Donc, merci d'être là et de prendre le temps. C'est ensemble qu'on peut avancer. Donc, vous faites une grande différence simplement en étant présent ici. Alors donc, qu'allons-nous parler aujourd'hui? Dans la prochaine heure, je vais vous parler un petit peu des services qu'offre le Youth Project. On va démystifier l'acronyme. Je vais vous partager des ressources qui sont disponibles pour vous, le personnel, des personnes administratrices scolaires. On va parler des alliances gays hétéros, parler un petit peu de curriculum inclusif et terminer tout ça avec des études de cas. Directive, bien important. Pendant la présentation, pendant cet atelier ici, soyez ouverts d'esprit. C'est facile de mettre un webinaire là en background puis de continuer à faire des choses puis pas vraiment porter attention. Puis à la fin, on se dit OK, ben ça m'a pas apporté grand-chose, whatever. Je veux pas que celui-là soit un webinaire comme les autres. Je veux vraiment vous donner de l'information qui va être pertinente, mais pour ça, j'ai besoin de votre collaboration. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend. Ça vient puis ça reste dans notre cerveau. Vous êtes tous dans le secteur éducatif, vous savez ça, je vous apprends pas rien, tu sais. Mais pour apprendre la nouvelle information, il faut être capable de se dire qu'il y a de l'information qu'on a reçue au préalable qui n'est pas nécessairement up-to-date, qui est plus bonne. Puis il faut la remplacer, cette information-là. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vous demande aussi de réfléchir à la façon que vous autres, vous pouvez apporter des changements dans vos établissements en tant que personne administratrice. Puis finalement, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est difficile, là. On n'a pas accès un à l'autre, mais vous pouvez nous envoyer un courriel education@youthproject.ns.ca. L'information va se rendre à moi, puis ça va me faire plaisir de soit prendre rendez-vous pour discuter plus en détail de qu'est-ce qui est votre situation ou simplement répondre à votre question. On est là pour vous autres. Puis vraiment, le mandat de Youth Project, c'est de faire de la Nouvelle-Écosse, en termes pas acquis, un endroit plus sûr, plus heureux et plus sain pour les jeunes de LGBTQIA+. On est une organisation multiservice, donc on travaille au niveau de l'éducation, on a des programmes, également du soutien. Et ce qui est plus pertinent pour les écoles et le CSAP, c'est vraiment le soutien aux alliances gays hétéros. On offre des ateliers en salle de classe, on offre également du perfectionnement professionnel. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui. Et on appuie aussi au développement de politiques et des consultations quand ça vient à toucher l'ensemble de tout ce qui est de LGBTQIA+. Vous pouvez nous trouver soit par courriel, on a un site internet aussi, vous pouvez le voir là, ou nous trouver sur Instagram à NS Youth Project. Encore une fois, ça va nous faire plaisir de discuter plus en détail avec vous. Je vais parler également du rôle des personnes promoteurs de la santé, parce que c'est des personnes qui sont dans vos milieux scolaires, qui peuvent vous appuyer pour collaborer puis améliorer les environnements sociaux et physiques de vos écoles. Ces personnes-là travaillent en prévention en milieu scolaire. Donc, vraiment, utilisez-les, trouvez c'est qui ce qu'ils sont, puis collaborez avec eux autres. Ça va vous aider
on ne peut pas le faire, le changement tout seul. Il faut le faire en équipe, il faut être ensemble. Donc, n'hésitez pas à trouver ces personnes-là, à travailler et à lui demander des questions à eux autres aussi. Ils sont là pour vous. Avant qu'on se lance dans le gros du sujet, qui est vraiment de comprendre d'où on vient, nous, les personnes queer, puis pourquoi on a besoin de choses plus complexes que d'autres, puis pourquoi est-ce qu'il faut faire des choses alentour de certaines choses pour faire des choses, c'est beaucoup de choses. Il va y avoir des mots plus précis tantôt là. Mais ce que je veux vous dire de prime abord, avant qu'on se lance dans des définitions des mots, là, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout vous rappeler de ça. Pour vrai, là, l'acronyme, c'est une chose, mais c'est vraiment pas la chose la plus importante, OK? On passe à travers les lettres parce que c'est important de savoir qu'il y a plusieurs façons de s'identifier. Hein? Chaque personne va avoir une étiquette, hein? un label, comme qu'on appelle en anglais. C'est pas pour faire de la confusion, puis de la ségrégation, puis se diviser encore plus. C'est pour revenir à un sentiment d'appartenance, puis de se dire, hey, il y en a d'autres comme moi. Je suis pas tout seul. Il y a une communauté alentour. OK? Fait que l'idée derrière, vous partagez cette information-là, c'est pas que vous vous rappelez de tout, c'est juste de se dire, OK, il y a plus qu'une chose qui existe. Je ne suis pas nécessairement au courant de tout ce qui existe, mais je vais faire un effort pour comprendre qu'il y a plus qu'une chose qui existe. Ça marche? On se suit? Super. Donc, l'acronyme actuel qui est utilisé, c'est le 2E LGBTQIA+. C'est beaucoup. La raison pourquoi on n'est plus juste dans le LGBTQ+, même si plus englobe plus qu'une chose, c'est qu'il y a certaines identités qu'on veut reconnaître, on veut mettre de l'avant. Entre autres, le 2E, ou 2S en anglais. Le 2E signifie deux esprits, ou personne bispirituelle. Une personne deux esprits, c'est une personne qui fait également partie d'une communauté des Premières Nations. On ne peut pas, comme personne blanche, qui est de descendance coloniale, s'approprier ce mot-là. C'est vraiment pour la communauté, c'est à eux ce terme-là. Le L, on l'entend bien plus souvent, lesbienne. Ici, vous allez voir que j'ai l'écriture euh, neutre, épicène, tout au long de la présentation, mais également dans ces mots-là, c'est important de comprendre qu'il y a, même si lesbienne, c'est normalement pour les femmes, il y a quand même une appellation masculine de la chose. Même chose avec gay, bisexuel, trans. Chaque mot a une appellation masculine et féminine. Puis ça, on va rentrer en détail un peu plus tard. Le gay, très très commun, hein, on l'entend souvent, être gay. La raison pourquoi il y a un E dans celui-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'identifient comme femmes, mais ne s'identifient pas du tout avec lesbienne. Personnellement, moi, j'aime pas le mot lesbienne. Je suis plus dans le gay, ou même le queer. Le B dans l'acronyme signifie bisexuel. Encore une fois, masculin féminin. Le T, trans. Le Q, queer ou en questionnement. Ici, je vais faire un petit point parce que c'est important de comprendre que questionnement, c'est autant valide que n'importe quelle autre façon de s'identifier. La raison pourquoi, c'est quand tu es en période de questionnement, quand tu essaies de te comprendre, tu sens pas nécessairement que tu fais partie de la communauté. Tu as comme un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas sûr, tu danses, mais tu es valide. Puis l'idée ici, c'est la validité. Sentiment d'appartenance, se trouver en communauté. Donc le Q, questionnement, très très important. I, intersexe. A, asexuel. Et le plus, parce qu'il y en a vraiment plusieurs autres. Ça serait difficile de toutes les mettre dans un seul acronyme. Encore une fois, la raison pourquoi ces lettres-là sont là, c'est en termes de reconnaissance, pour s'assurer qu'on comprend d'où ça vient, d'où ça part. Puis comme je vous dis, là, c'est pas hyper important que vous vous rappelez de chaque lettre, autant que c'est vraiment important que vous comprenez qu'il y a des différences. OK? Et ces termes-là, là, c'est tout du contexte culturel nord-américain. Post-colonisation. Ça n'existait pas avant. OK? En Mi'kmaq, là, le pronom Necum, pas genré du tout. Necum, c'est un pronom, puis that's it. On passe à d'autres choses. Donc, il faut se rappeler qu'il y a un contexte colonial en arrière de ces mots-là également. Donc, je vais aller un petit peu plus en profondeur dans certaines définitions. Le 2E, le 2 esprits, a été créé en 90 par des chefs autochtones à une conférence à Winnipeg. Ce terme-là est utilisé dans certaines communautés autochtones pour englober l'identité culturelle, spirituelle, sexuelle et de genre. Donc, comme je vous disais, vous ne pouvez pas vous approprier ce mot-là parce que c'est vraiment pour la communauté.
Avant la colonisation, ces différents peuples-là avaient des mots pour décrire comment eux autres se sentaient. Mais pour mainstreamer la chose, puis passer du côté colonial, on a établi un terme qui est deux esprits ou bispirituel. Le terme trans, ici, avec un astérix, c'est simplement pour dire que c'est un terme générique qui désigne toutes les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Donc, on peut appeler ça un terme parapluie. Donc, des personnes qui sont nées avec certaines parties génitaux ont été assignées une boîte. Hein? On s'est toutes fait dire que ah, t'es un petit gars ou oh, t'es une petite fille avec ce que t'as entre les deux jambes. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un pénis ou un vagin, une vulve, que c'est comme ça que tu te sens à l'intérieur. Ton corps s'est développé d'une certaine façon. Parce qu'on commence. OK. Parenthèse biologie, la cellule commence par une gamète femelle, de toute façon. Puis un moment donné, ça décide si ça va par en dedans ou si ça sort par dehors. C'est toute la biologie, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'en dedans, ton âme s'identifie et existe par rapport à ce que tu as entre les deux genres. OK? Ça fait du sens? Super. C'est un terme parapluie. Trans, ça peut être transgenre, ça peut être transmasculin, transféminin. Hein? On a plusieurs trans. C'est un préfixe. On a aussi intersexe qui tombe sous la catégorie trans. Parce qu'une personne intersexe, en fond, c'est un terme qui englobe une variété de variations corporelles qui sont naturelles. Ça ne correspond pas aux notions binaires sexe masculin et sexe féminin. Je vous disais, c'est que ça signale à la naissance, quand le médecin regarde entre les deux jambes du petit bébé, puis qu'il voit quelque chose, il va dire, OK, ben ça c'est un petit gars ou ça c'est une petite fille. Mais des fois, l'organe génital est pas clair. Ça, c'est des personnes intersexes, parce que la gamète n'a pas pu se décider si elle allait par en dedans ou par dehors. Elle a peut-être décidé de faire les deux, elle a peut-être décidé de pas en faire pantoute. Mais ça, c'est intersexe visuel. Il y a à peu près autant de personnes intersexes qu'il y a de personnes avec les cheveux roux sur la planète, OK? Ça veut dire que toute notre vie, on peut être intersexe sans nécessairement le savoir parce que notre gamète s'est développée comme du monde. Puis il n'y a pas d'autre nécessairement de choses de notre corps qui nous dit qu'on est intersexe. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Okay? Donc ça tombe sur la catégorie trans. Queer. Le mot queer, avant, dans les années 40-50, ça signifiait étrange, différent. C'était vraiment utilisé comme une insulte pour la communauté de LGBTQIA+, mais on se l'est rapproprié. Ça devient plus inclusif. Tu sais, si je reviens à la diapositive avant, là, si moi je dis, là, OK, ben, je suis une personne, Pascal Joël, je m'identifie comme une personne non-binaire, transmasculine, de genre fluide, pansexuel ou beau romantique. Ça fait beaucoup de choses, OK? Puis je le sais que je viens de vous parler. Mais c'est correct, parce que je vais dire que je suis queer. Ça sert à rien que vous savez tout ça. Ça sert à rien que vous le savez. Vous savez juste que j'ai une différence, que je suis un peu éclectique, que je suis queer. Queer, terme ombrelle. Encore une fois, parapluie. C'est le fun. On aime ça, des termes parapluie. Encore une fois, questionnement qui est très, très, très valide. Donc, ça, c'est un petit peu plus en profondeur. Les autres lettres, vous les avez probablement vues plus, fait qu'on va aller rapidement. Lesbienne, c'est un terme qui désigne généralement une femme qui est attirée par une autre femme. Gay, ça peut être un terme générique. Comme j'ai dit, des fois, il y a certaines personnes qui vont préférer le terme gay over le terme lesbienne, bisexuelle, asexuelle, pansexuelle. Gay est un petit peu plus parapluie, encore ici, pour les orientations sexuelles. Mais généralement, ça va désigner un homme qui est attiré par d'autres hommes. Une personne bisexuelle, c'est une attirance pour deux types de personnes. Ça ne veut pas dire que c'est homme et femme, mais ça veut dire que c'est celle qui est du même genre que elle et un autre genre. Peu importe le genre. C'est deux choses. Asexuel, si on a fait nos cours de français, on se rappelle que le préfixe a veut dire rien pantoute. Ce qui veut dire que c'est une expérience d'une faible ou une absence d'attirance sexuelle envers n'importe qui. Puis ça se peut, il y a du monde qui sont pas attirés pantoute. C'est bien correct. Puis il faut se rappeler, encore une fois, ici, c'est des préfixes. Puis ces préfixes-là, on peut les mettre avec d'autres choses. Ici, on parle de sexualité, mais ça fit avec genre aussi. Des personnes à genre seront des personnes qui ont aucune affinité avec aucun genre qui existe. Parenthèse, si je peux vous dire, pensez à ça un peu comme la roue des couleurs. Vous avez toutes fait vos cours d'or. Normalement, là, notre cours d'or 9e année, tu vois la roue des couleurs avec la petite barre de noir et blanc en bas.
Moi, dans ma tête, ce que je vois, c'est que les identités, c'est la roue des couleurs. La petite barre en bas, c'est la sexualité, c'est la genrité, c'est quand on est en dehors du spectre. Puis c'est correct parce que tout est un spectre. Finalement, on veut quand même vous mentionner pansexuel, même s'il ne fait pas partie de l'acronyme, parce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre souvent. Beaucoup de jeunes s'identifient pansexuels. Ça ici, c'est vraiment l'expérience d'être attiré envers toutes les personnes, indépendamment de son identité de genre. Moi, j'aime de dire que c'est pas le corps qui fait que je suis attiré envers quelqu'un, c'est sa personnalité, c'est sa personne. Ça fait que pansexuel, on pensait que c'est important de le mentionner également. Mais encore, c'est pas important de vous rappeler de toutes les définitions de tout ça. L'idée, c'est que vous sachiez qu'il y en ait des différentes, puis vous respectez ça. Ça marche? Super! Rapidement, voici, ça s'appelle le World Gender Customs. C'est une map qui a été créée sur Google Maps qui répertorie les différentes identités de genre à travers la planète. Ici, il y en a 84 de listés. Tout là. 84 différentes identités de genre. Mais on se fait juste dire qu'il y a hommes et femmes. OK? Il faut se rappeler qu'on vit dans un contexte post-colonialisation, ce qui veut dire que nos influences sont dérivées de l'Europe. Mais si tu regardes ailleurs dans la planète, il y a beaucoup d'autres identités de genre. Un exemple de queering the map, parce que c'est important de voir qu'on existe. Queering the Map, c'est un projet qui vise à enregistrer puis à préserver les histoires et la vie des personnes homosexuelles à travers le monde, des histoires qui sont souvent non racontées. Puis ça ici, dans le fond, c'est dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Chaque petit point que vous voyez à l'écran, les petits dots noirs, là, c'est quelqu'un qui a écrit une histoire par rapport à quelque chose qui s'est passé à ce lieu-là. Voilà donc ce qui fait un peu le tour des informations qu'on voulait vous partager par rapport à la communauté 101 rapidement. Maintenant, on va tomber dans ce qui est ressources disponibles pour les personnes administratrices. C'est ici où vous allez avoir vraiment des outils tangibles pour pouvoir vous appuyer dans votre travail quotidien. Dans un premier temps, il y a tout ce qui est par rapport au département de l'éducation et du développement de la petite enfance. Il y a des consultants provinciaux en équité. Seth Wellenstern est une personne exceptionnelle. S'il vous plaît, utilisez ses connaissances. Cette personne est là pour vous appuyer, pour vous aider. Il y a également des consultants régionaux en équité. Donc, chaque centre régional possède une ou un consultant régional en équité. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont là, qui sont offertes par le département de l'éducation et du développement de la petite enfance. Si vous n'êtes pas au courant de comment aller chercher ces personnes-là, parler à d'autres personnes qui font partie du CSAP, contacter le département de l'éducation, vraiment utiliser ces gens-là. Ils sont là pour là, sont sur le terrain pour vous aider. Là, tout de suite, à mettre des choses en place. OK, on veut mettre des choses en place, c'est cool, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait? On peut-tu? C'est-tu légal de faire ces choses-là? Donc, on peut se tourner vers les politiques, les légalisations. Il y a le Code de conduite provincial, la politique d'éducation inclusive, la légalisation sur les droits humains au niveau provincial, fédéral et même international. Il y a également des lignes directrices pour le soutien des élèves transgenres et non conformes au genre. Une petite note sur les droits de la personne, donc avec Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Le mécanisme international des Nations unies relatif aux droits de la personne, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Ça reconnaît l'éducation sexuelle complète comme un droit fondamental. Ça veut dire que l'enfant a le droit de savoir les choses qui existent pour bien se comprendre. OK? Le gouvernement sont tenus de respecter les droits de tous, la santé, le bien-être, puis l'égalité. Puis ça nécessite une éducation sexuelle impartiale et scientifiquement exacte. Ça veut dire qu'on ne peut pas omettre des choses du curriculum juste parce que notre religion ou nos convictions ou la façon qu'on a été élevé, ça jive pas. Tout le monde a le droit d'avoir toute l'information disponible. Puis l'idée derrière vous donner ces informations-là, c'est que vous êtes en mesure de back les données à votre personnel scolaire pour qu'ils peuvent les donner aux élèves. C'est là où qu'on peut avoir du backlash. Je le sais. Okay? Parce que les gens ont peur que, bon, en donnant toute l'information sur la sexualité et l'identité de genre, qu'on est en train de sexualiser tous les enfants. C'est pas ça l'objectif. OK. Exemple, je veux déjeuner. J'ai faim, ça me tente de manger des fruits. Je vais au buffet. Je vois tout le buffet qui est en avant de moi. Il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des kiwis, il y a des bananes, il y a des fraises, il y a des raisins, il y a des pamplemousses, il y a même des fruits du dragon, puis le fruit en étoile. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Mais anyway, bref, il y a beaucoup de fruits. Je m'en vais tranquillement vers la table, et là, whoop,
il y a quelqu'un qui se whoopine avec un plateau, puis il me dit non, t'as juste le droit de choisir une banane ou une pomme. C'est tes deux choix. Euh, moi, je veux le buffet. Je veux le fruit du dragon, s'il vous plaît. Non, banane ou pomme. C'est un peu ridicule, hein? C'est la même idée. C'est de donner accès à tous les fruits possibles. On ne veut pas sexualiser. C'est juste l'accès. Au niveau de ce qui se passe sur le terrain, donc en Nouvelle-Écosse, vous avez le Youth Project, qui est basé, on a un office à Halifax, mais on a un office au Cap-Breton également. Il y a le Sexual Health Nova Scotia, il y a des centres à travers la province, puis il y a aussi le Red Door à Kentville, qui sont des endroits communautaires qui peuvent vous appuyer dans différentes facettes. En ligne, vous avez plusieurs ressources. Ces informations-là peuvent vous être communiquées. Si vous nous envoyez un courriel, on va vous envoyer ça. Ça va nous faire plaisir. Je pense que la présentation va également être disponible, puis vous pourrez cliquer sur les liens directement dans la présentation. Donc ça va vous aider. Mais ça, il y a beaucoup de choses en ligne, puis je sais que ça peut venir mêlant, mais ceux-là sont des ressources qui sont pertinentes, qui sont bonnes. Ça, c'est au niveau des ressources. Au niveau des compétences de LGBTQIA+, dans le contenu éducatif, ça peut être complexe parce qu'on se dit, bon, on veut parler d'identité sexuelle, ça devrait être dans le cours d'FPS, mais c'est un peu ségréguer la chose. Donc, on veut éviter justement cette fragmentation-là et cet isolement-là. Donc, les meilleures pratiques pour soutenir les élèves qui font partie de la communauté, c'est vraiment une approche holistique et non cloisonnée. S'assurer d'avoir un programme d'études qui est cohérent, puis un environnement scolaire qui est plus sûr. Lorsqu'on fait ça, ben, on fournit un contexte aux élèves, puis on relie des sujets à des idées générales, puis aux résultats d'apprentissage. Que ce soit en français, que ce soit en maths, que ce soit en social studies, les sciences sociales, n'importe quoi ce que vous faites, il y a des personnes queer qui font partie de ces différentes facettes-là qu'on peut apporter de façon très basique, sans parler de sexe, là, OK? Mais bon, c'est de présenter des sujets de LGBTQ dès le début de l'année, à chaque année. On n'attend pas juste le mois de l'histoire de l'LGBTQ ou la journée de la fierté ou des journées de visibilité trans ou journée de souvenir trans. C'est d'en parler tout au long de l'année. Parce que nous autres, on n'existe pas juste ces journées-là. On existe 365 jours par année, 366 pour les années bisextiles. On est là tout le temps. Faut être proactif quand ça concerne la présence d'élèves queer, trans et intersexes dans les classes élémentaires. Oui, j'ai bien dit élémentaires, parce que non, on ne devient pas queer, on l'est dès la naissance. On le sait peut-être pas parce qu'on n'a pas les mots pour décrire comment on se sent, mais si on normalise le fait qu'il y a deux mamans dans une histoire ou que Mix Joliette a fait. Mix, c'est à la place de monsieur, madame, c'est Mix entre les deux, c'est le non-binaire. T'sais, on normalise tout ça parce que même s'ils sont pas visibles, ils sont là pareil. Puis ça va vraiment profiter à tout le monde. Ça va profiter aux élèves, ça va profiter au personnel scolaire. Tout le monde va ressortir gagnant parce qu'on va avoir ensemble un sentiment d'appartenance à notre communauté scolaire renforcé parce qu'on se sent en sécurité. On vous donne d'autres façons d'aborder les questions d'identité de genre ou de différence dans notre façon d'être. Voici le guide de la fierté 2022. Je dis 2022 parce que ça a été écrit en 2022. Là, stratégie des jeunes pour lutter contre la violence liée au genre dans nos écoles. C'est un guide exceptionnel. C'est des petits snippets de ce guide-là qui vous est présenté aujourd'hui. Allez déguer plus en profondeur. C'est aussi un lien hypertexte. Là. C'est hyper pertinent. Mais rapidement, voici des façons d'inclure, d'intégrer puis de décloisonner l'identité queer dans différents volets éducatifs. Donc, en sciences, c'est mettre à jour le contenu pour refléter les compréhensions actuelles du genre et du sexe, hein, intégrer des informations sur les hormones, la biologie trans et intersexe. C'est aussi de parler de scientifiques qui font partie de la communauté trans. Les mathématiques, c'est d'intégrer une représentation queer dans tous les domaines d'études, d'inclure des problèmes mettant en scène des personnages queer, une variété de pronoms. Tu sais, quand vous écrivez vos petites anecdotes, là, quand on est en train de planifier nos petits tests de maths, puis là, Jean a deux pommes. Puis ben, Jean serait peut-être une personne non-binaire, tu sais. Fait qu'utiliser un une, ou je sais que c'est compliqué, la langue française, encore une fois, mais c'est justement pour vouloir
de promouvoir ce langage épicène-là, de normaliser l'utilisation d'un langage neutre. C'est le même qu'on apprend. En sciences sociales, c'est d'intégrer l'histoire de LGBTQ+, au-delà des cours qui sont spécifiquement par rapport à la justice sociale. C'est pas juste parler de Stonewall, mais de parler de différents écrivains, de parler de différents... on parle d'artistes plus tard, mais différentes personnes qui ont eu un impact sur le monde. L'homme qui a décoder le message d'Anti pendant la Deuxième Guerre mondiale était un homosexuel. On n'en parle pas. Ben, il y a un film maintenant sur ça, là. Mais il n'y a personne qui disait que cette personne était gay. Hein? Mais c'est une personne de la communauté qui a fait une grande, grande découverte puis qui a basically sauvé le monde. C'est d'avoir ces exemples-là dans les différents contextes. Couvrir les mouvements des droits des homosexuels au Canada, hein? D'examiner les différents défis qui sont rencontrés par les réfugiés de la communauté, d'explorer les récits des aînés bispirituels. Hein, on parle de reconnaissance, on parle de réconciliation, de rapprochement. Pourquoi pas avoir des aînés qui viennent parler de leurs expériences en tant que d'années, puis de communautés dans le spirituel, puis de leur rôle dans les communautés autochtones dans le monde entier. Au niveau des langues, c'est d'intégrer de la littérature qui partage des histoires de la perspective de LGBTQ. C'est d'inclure des œuvres qui sont écrites par des auteurs queer, pas seulement des histoires sur le sujet qui sont écrites par des personnes extérieures à la communauté. En éducation physique, arrêtez de diviser les gars et les filles. C'est simple. Couleur de cheveux, les yeux, les snicks, les bas, faites des 1, 2, A, B, C, D. Arrêtez de diviser par homme-femme. Point barre. Parce qu'il y a des kids qui ne fit pas dans homme-femme. Puis c'est pas le fun quand il faut que tu piques quelque chose que t'es pas. Hein, diviser les classes en fonction du niveau de compétitivité. C'est la meilleure façon de faire. En art et musique, c'est d'étudier l'histoire qui est très riche et très vaste pour la contribution des artistes queer. C'est d'inclure des œuvres puis d'analyser leurs impacts sur la société. OK, mais là, c'est parce que si on fait ça, on va tout tourner nos enfants queer puis ça sera plus fun. Oui, oui, chill, OK? Il va y avoir de l'opposition. Mais en tant que personne administratrice, il faut que vous soyez capable de dire la raison du pourquoi vous le faites. Ça fait partie de tout ce qu'on a parlé jusqu'à là, mais encore des points ici pour vous aider justement à répondre à ces questions-là puis à ces objections-là. C'est qu'un programme scolaire inclusif, ça va bénéficier à tout le monde. Les élèves, ils vont promouvoir l'acceptation et le respect. On va les apprendre à connaître la diversité des personnes et des familles dans le monde. C'est en étant exposé à plusieurs choses qu'on apprend à respecter autrui. Si on reste dans nos façons de faire, le reste du monde va avoir l'air... Ça nous fait peur. Ça nous fait peur quand on ne comprend pas des choses. Fait que de pouvoir promouvoir l'acceptation et le respect, c'est comme ça devrait être l'objectif principal. Les préjugés anti-trans, anti-LGBTQ, ça nuit à tous les enfants, là. C'est pas juste les enfants queer qui sont directement affectés, oui, oui. Mais c'est tout le monde qui évolue dans une atmosphère de peur et de tension. Hein, encore une fois, on marche sur des œufs. On ne veut pas marcher sur des œufs. On ne veut pas craindre que explorer notre propre identité, c'est quelque chose qui n'est pas bien. On se fait dire que c'est pas bien. Il ne faut pas être comme ça. Tout le monde a des questions à un moment donné. Quand je réfère à ça, je parle souvent, je fais l'analogie avec son choix de carrière. Dans les années 30, 40, 50, whatever, le temps de mes grands-parents, OK? J'ai 31 ans, là. Le temps de mes grands-parents. On choisissait une chose, puis on y travaillait toute sa vie. C'était impensable de changer de job. Maintenant, l'adulte moyen essaye entre 7 à 13 emplois avant de trouver celui-là qui est la lube, dans lequel il est bien. C'est bien vu maintenant. Mais cette exploration-là n'est pas permise avant. Même chose avec l'université. Quand moi j'allais à l'université, si tu pensais à changer de bac, ouh! Attention aux conversations avec les parents. À cette heure, les jeunes font un semestre, s'ils n'aiment pas ça, ils changent. Puis c'est correct. Parce que explorer nos options, c'est ce qui fait qu'on apprend à se connaître, puis qu'on évolue pleinement, puis qu'on est véritablement nous, puis qu'on est heureux. On est heureux quand on est capable de se trouver.
Et ça fait l'identité de genre, qui ce qu'on est à l'intérieur, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on veut s'exprimer, ça fait aussi partie d'une exploration. Ces conversations-là, il faut qu'elles soient commencées dès l'école primaire pour nous aider à développer une empathie pour cette diversité, d'apprendre que les identités qui pourraient les concerner, qui pourraient concerner leur famille, c'est jamais trop tôt. Hein? On ne peut pas instaurer un cadre de compréhension et de respect jamais trop tôt. Les élèves de tous les âges doivent avoir la possibilité d'apprendre que les mots gay, lesbienne et transgenre sont des adjectifs qui doivent être utilisés avec respect pour décrire les personnes de la communauté. Puis c'est pas des termes négatifs pour les blesser ou les insulter. Super important. Malgré tout, il va y avoir des incidents. Mais de créer un endroit sécuritaire pour les personnes de la communauté dans vos écoles, c'est primordial. Donc, on va voir un peu comment les alliances gays hétéros peuvent agir comme facteur de protection pour les élèves de la communauté. Les avantages d'avoir ces associations-là, oui, c'est que les élèves perçoivent leur école comme plus inclusive envers la personne queer. Il va y avoir une augmentation du sentiment d'attachement, sentiment d'appartenance et de connexion à l'école et à la communauté scolaire. Ça améliore la sécurité et ça réduit les cas d'intimidation. Ça améliore également la santé mentale et le bien-être général. On développe également une meilleure estime de soi, une identité positive. Hey, mon école reconnaît que j'existe. On fait des activités ensemble. Il y a d'autres jeunes qui font partie de la communauté. Je ne suis pas tout seul. La création d'un espace permanent. Construire des relations significatives. Ça augmente ton sentiment d'autonomisation, de fierté, d'espoir. Ben oui, ça vient avec l'accroissement de la visibilité et de la normalisation des identités. On veut normaliser tout ça parce que c'est normal. Il n'y a rien qui est anormal. La seule chose qui n'est pas normale, c'est d'essayer de binariser des choses qui ne sont pas binaires. La seule chose qui est binaire dans la vie, c'est les ordinateurs. Ils marchent avec des zéros et des 1. That's it. Si c'est naturel, c'est pas binaire. L'homophobie et la transphobie en milieu scolaire, c'est un réel fléau. On va commencer par comprendre ce qui est l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est des croyances apprises qui considèrent que les personnes de LGBTQIA+, sont inférieures, irrationnelles, anormales, puis indignes de respect. Ils ne peuvent pas avoir de soins équitables. Ils sont moins que. Mais peu importe l'intention, même si c'est une homophobie très très active ou une homophobie plus passive, qui est plus dans le sens où tu vois quelque chose arriver puis tu fais rien, là. Ça c'est de l'homophobie passive parce que si t'es pas en train d'aider la personne à activement démystifier son comportement homophobique, t'acceptes le comportement homophobique. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri de l'intériorisation des préjugés. Ça arrive. Moi aussi, j'en ai. Je travaille dans ce milieu-là 24 heures sur 7, puis il faut quand même que je fasse attention, puis que j'ouvre mon esprit pour apprendre qu'est-ce qu'il y a des microagressions, qu'est-ce que je peux faire de mieux, parce que je vis également dans une société qui va intégrer des pensées, des préjugés. Je travaille sur moi aussi. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Parce que les systèmes d'oppression. Les systèmes d'oppression, c'est vraiment des choses qui sont ancrées dans notre quotidien de multiples façons. C'est pas juste être allié. Il faut savoir comment aborder nos propres préjugés intériorisés, puis comment est-ce que les systèmes oppressifs peuvent nuire aux jeunes. Parce qu'il y a 4 systèmes, dans le fond. Il y a les oppressions systémiques, les oppressions institutionnelles, les oppressions interpersonnelles, les oppressions individuelles. Le systémique, c'est la normalisation puis la perpétuation des inégalités dans la société des personnes intersexuelles, transgenres et non-binaires. L'absence d'outils, ça c'est au niveau institutionnel. Vous autres, vous n'avez pas d'outils pour reconnaître puis traiter l'homophobie et la transphobie à l'école? Comment est-ce que vous allez aider? Hein? Ça vous prend des outils. C'est pour ça qu'on fait la formation aujourd'hui. Entre autres, arrêtez-vous pas là, par exemple. Interpersonnel, ben, c'est des cas répétés d'homophobie puis de transphobie qui restent sans réponse. Les enseignants, les enseignantes, on va considérer que la résistance des élèves, c'est une insubordination. Au niveau individuel, l'élève, lui, va cesser de signaler l'harcèlement, l'intimidation discriminatoire parce qu'elle ne croit pas que la situation sera résolue. C'est ça le problème. Ça affecte sa santé mentale, ça affecte son assiduité, ça fait que sa performance baisse, il y a des moins bonnes notes. Pourquoi? Parce que, on remonte là, vous n'êtes pas équipé. Vous n'êtes pas équipé pour pouvoir faire une intervention. Vous n'êtes pas équipé pour équiper vos enseignants pour pouvoir faire une intervention. C'est pas de votre faute. C'est le système.
Fait que là, comment on fait? Hein? Ça ressemble à quoi dans les écoles? C'est un renforcement de l'hétéronormativité et de la cisnormativité. Tout ce que je viens de mentionner, là, ça se perpétue, c'est un cycle. La représentation est erronée, puis c'est de l'exclusion. Hein? J'apprends jamais rien sur les personnes comme moi. Je veux dire, à l'école, j'ai rien vu tout ce qui concernait l'identité de genre. Moi, quand je suis sortie de l'école, j'avais aucune idée qui j'étais. Il a fallu que je fasse mes propres recherches pour comprendre qu'il y a d'autres gens qui s'identifient comme moi, que non-binaire, ça existe, puis que je suis pas obligée de m'identifier avec ce que j'ai entre les deux genres parce que ça ne fit pas. Il y a un manque de représentation des personnes queer puis des personnes trans dans les programmes scolaires. Puis à la bibliothèque, il n'y a pas de livres, c'est nous autres. C'est un accès inéquitable. Hein? J'utilise pas les toilettes à l'école. Je vais pas à la salle de bain à l'école. Pourquoi? Parce que les divisions, les espaces qui sont séparés selon le sexe, ça manque de protection, ça manque de soutien. Si on a une toilette non genrée, on se donne une tape dans le dos, mais si on a besoin d'avoir une clé pour y aller, ça met un pinpoint sur la personne, c'est pas mieux. Si on a une toilette non genrée puis qu'il y a un tampon d'élève qui se ramasse en avant pour faire de l'intimidation puis qu'il n'y a pas un enseignant qui fait rien, c'est pas mieux. Les validations de l'identité. Mon enseignant, il n'utilise jamais mon vrai pronom. Sens, ça veut dire permission. Ça veut dire violent, microagression. Puis la personne il corrige. Et qu'il n'y a pas. L'intimidation, c'est des dénominations négatives. C'est du bégenrage. C'est un langage désobligeant. C'est une violence physique, sexuelle, intellectuelle. Il y a une enquête sur la réussite des élèves. Désolé, le tableau est en anglais, mais cette enquête-là a démontré que 42% des élèves de LGBTQIA+, se sentaient pas en sécurité à l'école dans le dernier mois que cette enquête-là a été faite. De ces étudiants-là, de ces élèves-là, 70% se sentaient là, ils se sentaient intimidés par des aspects sociaux, du placotage, des pranks, avec le laissé de côté. 58% c'était verbal, fait que de se faire rappeler des noms, des insultes, des graffitis par rapport à eux autres. Puis 33% ça a été physique. C'est des gros chiffres, là. Des personnes qui ont vécu de l'homophobie ou de la transphobie, 51% des élèves. 51% des élèves ont vécu de l'homophobie ou de la transphobie. Il y a 73% des élèves qui l'ont vu. Ça dit quoi si tu n'agis pas? Si tu as 73%, c'est le trois quarts de ton école. Là. Si le trois quarts du monde dans l'école voit de l'homophobie et de la transphobie, puis aucune action qui se fait prendre pour réprimander puis se dire non, c'est pas bien, ça devient une norme, ça devient la normale. Ce qui est malheureusement la normale de la société. Parce qu'on agit, on n'intervient pas. Quand l'école intervient, est-ce que c'est bien fait? Malheureusement, les personnes qui ont vécu de l'intimidation par rapport à l'homophobie, la transphobie, il y a seulement 20% de ces jeunes-là qui se disent oui, l'école a fait un bon job. Pas de votre faute, vous n'êtes pas outillés. Il ne faut pas rester là. Il faut aller les chercher, les outils. Et à vous de prendre les pas vers l'avant, d'instaurer des pratiques, de s'assurer que le climat de l'école est plus sûr. Comment est-ce qu'on fait ça? On se forme, puis on éduque ses collègues. Hey, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je suis pas en train de vous taper sur la tête, OK? Je sais que ça peut paraître intense, puis qu'il y a beaucoup d'informations, puis que c'est comme, oh my God, c'est vraiment tough, puis comme, je suis donc désolée de mon école, puis comment est-ce que ça se passe, puis mais les parents, puis les puis c'est beaucoup, OK? Mais vous êtes à la bonne place. Commencez. Si vous commencez avec ce webinaire-ci, si vous commencez avec cet atelier-ci, vous êtes à la bonne place. Continuez, OK? On est là pour vous autres. Le Youth Project est là. Moi, je suis là. Les promoteurs de la santé sont là. Le département de l'éducation est là. Écoute, on est une gang qu'on est là pour vous appuyer. C'est d'identifier puis de déconstruire ses propres biais aussi. Parce que c'est bien beau de se dire, OK, je vais participer à ces formations-là, mais si on n'est pas ouvert d'esprit, encore une fois, si on n'est pas ouvert d'esprit, on ne peut pas changer. Après ça, c'est d'établir des relations de confiance avec les élèves. C'est d'intégrer les personnes de l'histoire de LGBTQ dans les programmes scolaires. Ça crée la confiance, ça, là, OK? Pour établir la confiance, les relations avec les élèves, là, si tu intègres des personnes, tu es visible, tu affiches des drapeaux, des affiches, tu contestes activement l'homophobie, la transphobie, tu soutiens les victimes,
Tu veilles à ce que l'apprentissage ne se passe pas à leur dépens. OK? Tu écoutes puis tu valorises la voix des élèves qui font partie de la communauté, que tu utilises les pronoms, les bons pronoms. Personnellement, je déteste dire les pronoms préférés parce que c'est pas une préférence. C'est bon nom, c'est bon pronom. C'est comme ça que moi je suis. Pas une préférence. Je préfère du ketchup au lieu de la mayonnaise. Je préfère pas Pascal au lieu de Jeannette. Créer des espaces sécuritaires. Les parents, la communauté. Ça va jaser si vous faites des changements, puis que vous mettez le pied à terre, puis que vous vous dites, OK, ici, notre école, c'est une école sécuritaire, c'est une école inclusive, tous les jeunes sont bienvenus. On va s'assurer de donner l'information la plus neutre possible, puis que tout le monde ait l'information qu'ils ont besoin pour devenir authentiquement la personne qu'ils sont. Il y a du monde qui vont revenir. Parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à changer puis à voir ça de cette façon-là. Céleste Trianon l'a très très bien dit. Les droits parentaux ne sont pas absolus. Les parents sont tenus à agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. Un parent n'est pas propriétaire de son enfant. D'interdire un ou une jeune trans à utiliser son nom ou ses pronoms choisis, ses vrais pronoms, c'est jamais dans ses meilleurs intérêts. Le parent a peur. La majorité du temps, quand une personne conteste quelque chose, c'est à cause de la peur. Il faut démystifier cette peur-là. C'est pas votre travail, OK? Je vous le mentionne parce que c'est de là que ça vient. C'est pas votre travail, c'est un travail collectif. Un climat homophobe, transphobe, ça ressemble à quoi? Là, on est rendu dans les études de cas. Là, on achève, je sais, là, ça fait quand même un petit bout, c'est long. On achève, on est dans des études de cas juste pour vous permettre de vous mettre en tête, vous placer dans une situation, puis de faire comme, OK, comment est-ce qu'on intervient dans ça? Ici, des enseignants vont signaler une augmentation du langage homophobe et transphobe dans les corridors lors du dîner. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que les jeunes comprennent que c'est pas bien d'utiliser des termes comme ça de façon dérogatoire? Une façon, c'est d'utiliser les annonces, l'intercom, pour faire un rappel que la discrimination, y compris l'homophobie et la transphobie, c'est une violation du code de conduite. Vous avez tout un code de conduite à l'école. Le CSAP a un code de conduite, le département de l'éducation a un code de conduite. C'est d'expliquer clairement les conséquences de ces actes discriminatoires-là, puis de les appliquer. Une chose de le dire, mais si tu follow pas through, ça vaut rien. Fais-les. Collaborer avec les associations hétéros pour comprendre comment est-ce que ces situations-là se manifestent, puis comment établir des relations de confiance avec les élèves qui font partie de la communauté. Mais pourquoi est-ce que ça se passe, ça? C'est d'intégrer des stratégies inclusives comme la reconnaissance des dates, les annoncer, d'ajouter des symboles visuels, des drapeaux, des murales. C'est d'inviter des organisations communautaires pour soutenir ces initiatives-là. Invitez Youth Project dans vos écoles. Hein, on est là pour supporter. Quand on entend un langage discriminatoire, on fait quoi? Hein, un élève qui est victime de moqueries, des sifflements, des aboiements, depuis qu'elle a demandé à la classe d'utiliser d'autres pronoms. Peut-être qu'au début de l'année, c'était elle. Ça fait cette élève-là en 8e année, disons. Ça fait 8 ans que les jeunes se côtoient, utilisent elle soudainement, et elle, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas un apprentissage qui se fait dès les années élémentaires pour comprendre les différences dans l'identité de genre, on va se tourner vers la culture populaire. Il parle beaucoup de furry, ça les aboiements. De un, c'est de reconnaître que ce comportement-là, c'est une forme d'intimidation. C'est une intimidation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour obtenir le consentement des élèves avant d'engager dans une action disciplinaire, pas les élèves qui font le comportement, là, mais l'élève qui reçoit le comportement. Puis c'est d'expliquer aux jeunes qui font les moqueries que c'est leurs actions, c'est une forme de harcèlement. Hein, ça vise à déshumaniser un élève, même s'il ne le voit pas comme ça. Ah, c'est juste drôle. La conséquence, elle n'est pas drôle. C'est d'organiser justement ces entretiens éducatifs-là pour leur expliquer l'impact de leur comportement. C'est des jeunes, leur cerveau n'est pas tout développé. Ils ne peuvent pas penser à long terme qu'est-ce qui est le ripple effect de quelque chose. Il faut avoir cette conversation-là avec eux. Vous pouvez vous appuyer sur ce qui existe, hein? Les conseillers en équité régionaux, les promoteurs de la santé scolaire, les conseillers en JSC.
pour vous fournir le soutien puis garantir que l'intervention est appropriée. Puis vous mettez en place un plan, vous surveillez, puis vous prévenez la récidive de ce comportement. Une autre chose qui arrive souvent, c'est les plaintes des parents. Hein, un parent va appeler pour se plaindre que son enfant a appris en classe ce que ça signifiait être transgenre. En quatrième année, maintenant. On parle de transidentité. On parle qu'il y a plus qu'une chose qui existe, il y a plus qu'une boîte. Ben, c'est de dire aux parents, regarde, c'est dans le cadre du curriculum provincial qui inclut la diversité des genres. On renforce les objectifs scolaires. Ça fait partie d'eux. Je suis désolée que toi, tu n'as pas eu cette éducation-là. Mais ça fait partie du curriculum. Puis c'est de présenter le plein plateau de fruits. Pas juste la banane puis la pomme. C'est de rappeler que les droits des personnes trans et queer sont protégés par la loi au Canada et en Nouvelle-Écosse. C'est de leur expliquer que l'éducation à la diversité, ça ne force pas l'adhésion à une idéologie, mais ça vise à inculquer le respect et la compréhension. C'est pas une idéologie, c'est un fait, c'est une existence. L'idéologie, c'est plutôt la monnaie, c'est plutôt la nationalité. Les construits sociaux sont des idéologies. Techniquement, le genre est un construit social parce qu'on a décidé de mettre des mots sur des façons qu'on se sent en déterminant que certaines façons qu'on se sent sont mieux que d'autres. Donc, c'est souligné aussi que l'utilisation des termes comme transgenre, gay et lesbienne, c'est un cadre éducatif, ça n'a rien d'inapproprié, c'est pas des mauvais mots. C'est des mots qu'on a utilisés sur des façons qu'on se sent, qu'on a mis sur des façons qu'on se sent pour pouvoir bien s'expliquer entre nous et comprendre comment l'autre personne est. Un ordinateur, ça n'existait pas avant. Un moment donné, il a fallu lui donner un nom. Chaise, ça n'existait pas avant. Un moment donné, il a fallu lui donner un nom. Ah, tous les mots sont inventés. Donc, on s'appuie sur des faits, des principes de droit humain pour justifier l'enseignement. On fait de notre mieux avec ce qu'on a en main. J'espère que ce que je vous ai transmis comme information aujourd'hui, ça vous permettra d'être plus à l'aise dans l'intervention de différents cas comme ceux qu'on vient de voir ensemble. Rappelez-vous, l'idée de base derrière ceci, c'est pas de se rappeler de tout, mais c'est de savoir qu'on est tous différents, qu'on veut tous et toutes et tous sentir comme qu'on appartient. Fait que pour toute question, hein, n'hésitez pas, contactez-nous, éducation@youthproject.ns.ca. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Encore une fois, moi, c'est Pascal Joël, personne consultante avec le Youth Project pour le côté des écoles francophones de la Nouvelle-Écosse. Donc, je suis votre personne pour vous aider, pour vous appuyer. N'hésitez jamais. Ça va me faire plaisir de discuter davantage si vous en sentez le besoin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci encore du temps que vous avez pris aujourd'hui.